Les Misérables, livre 6, chapitre 2, qui s'intitule « Comment Jean peut devenir Champ ». Un matin, M. Madeleine était dans son cabinet, occupé à régler d'avance quelques affaires pressantes de la mairie, pour le cas où il se déciderait à ce voyage de Montvermeil. Lorsqu'on vint lui dire que l'inspecteur de police, Jarvet, demandait à lui parler. En entendant prononcer ce nom, M. Madeleine ne put se défendre d'une impression désagréable. Depuis l'aventure du bureau de police, Jarvet l'avait plus que jamais évité, et M. Madeleine ne l'avait point revu. « Faites entrer, dit-il. » Jarvet entra. M. Madeleine était resté assis près de la cheminée, une plume à la main, l'œil sur un dossier qu'il feuilletait, qu'il annotait et qui contenait des procès-verbaux de contravention à la police de la voirie. Il ne se dérangea point pour Jarvet. Il ne pouvait s'empêcher de songer à la pauvre Fantine, et il lui convenait d'être glacial. Jarvet salua respectueusement monsieur le maire qui lui tournait le dos. Monsieur le maire ne le regardait pas et continua d'annoter son dossier. Jarvet fit 2 ou 3 pas dans le cabinet et s'arrêta sans rompre le silence. Un physionomiste qui eût été familier avec la nature de Jarvet, qui eût étudié depuis longtemps ce sauvage au service de la civilisation, ce composé bizarre du romain, du spartiate, du moine et du caporal, cet espion incapable d'un mensonge, ce mouchard vierge, un physionomiste qui eût su sa secrète et ancienne aversion pour M. Madeleine, son conflit avec le maire, au sujet de la Fantine, et qui eût considéré Jarvet, en ce moment, se fût dit « Que s'est-il passé ?» Il était évident, pour qui eût connu cette conscience droite, claire, sincère, probe, austère et féroce, que Jarvet sortait de quelques grands événements intérieurs. Jarvet n'avait rien dans l'âme qu'il ne l'eût aussi sur le visage. Il était, comme les gens violents, sujet aux revirements brusques. Jamais sa physionomie n'avait été plus étrange et plus inattendue. En entrant, il s'était incliné devant M. Madeleine avec un regard où il n'y avait ni rancune, ni colère, ni défiance. Il s'était arrêté à quelques pas derrière le fauteuil du maire, et maintenant il se tenait là, debout, dans une attitude presque disciplinaire, avec la rudesse naïve et froide d'un homme qui n'a jamais été doux et qui a toujours été patient. Il attendait sans dire un mot, sans faire un mouvement, dans une humilité vraie et dans une résignation tranquille, qu'il plut à M. le maire de se retourner, calme, sérieux, le chapeau à la main, les yeux baissés avec une expression qui tenait le milieu entre le soldat devant son officier et le coupable devant son juge. Tous les sentiments, comme tous les souvenirs qu'on eût pu lui supposer, avaient disparu. Il n'y avait plus rien sur ce visage impénétrable et simple comme le granit, qu'une morne triste. Toute sa personne respirait l'abaissement et la fermeté, et je ne sais quel accablement courageux. Enfin, M. le maire posa sa plume et se tourna à demi. « Eh bien, qu'est-ce ? Qu'y a-t-il » Jarvet demeura un instant silencieux comme s'il se recueillait, puis éleva la voix avec une sorte de solennité triste qui n'exclut pourtant pas la simplicité. « Il y a, monsieur le maire, qu'un acte coupable a été commis. » « Quel acte ?» Un agent inférieur de l'autorité a manqué de respect à un magistrat de la façon la plus grave. Je viens, comme c'est mon devoir, porter le fait à votre connaissance. « Quel est cet agent » demande Madeleine. « Moi, dit Jarvet. « Vous » ? « Moi. » « Et quel est le magistrat qui aurait à se plaindre de l'agent ? Vous, monsieur le maire. » Monsieur Madeleine se dressa sur son fauteuil. Jarvet poursuivit, l'air sévère et les yeux toujours baissés. « Monsieur le maire, je viens vous prier de vouloir bien provoquer, près de l'autorité, ma destitution. » Monsieur Madeleine, stupéfait, ouvrit la bouche. Jarvet l'interrompit. « Vous direz, j'aurais pu donner ma démission, mais cela ne suffit pas. Donner sa démission, c'est honorable. J'ai failli, je dois être puni. Il faut que je sois chassé. » Et après une pause, il ajouta « Monsieur le maire, vous avez été sévère pour moi l'autre jour injustement. Soyez-le aujourd'hui justement. »« Ah ça, pourquoi » s'écria M. Madeleine. « Quel est ce galimatias ? Qu'est-ce que cela veut dire ? Où a-t-il un acte coupable commis contre moi par vous ? Qu'est-ce que vous m'avez fait ? Quel tort avez-vous envers moi ? Vous vous accusez, vous voulez être remplacé ? Chassé, dit Jarvet. Chassé, soit. C'est fort bien, je ne comprends pas. Vous allez comprendre, monsieur le maire. Jarvet soupira du fond de sa poitrine et reprit toujours froidement et tristement. Monsieur le maire, il y a 6 semaines, à la suite de cette scène pour cette fille, j'étais furieux. Je vous ai dénoncé. Dénoncé ? À la préfecture de police de Paris. Monsieur Madeleine, qui ne riait pas beaucoup plus souvent que Jarvet, se mit à rire. Comme maire ayant empiété sur la police, comme ancien forçat. Le maire devint livide. Jarvet, qui n'avait pas levé les yeux, continua.
Je le croyais, depuis longtemps j'avais des idées. Une ressemblance des renseignements que vous avez fait prendre à Faverolles, votre force de rein, l'aventure du vieux Fauchelevent, votre adresse au tir, votre jambe qui traîne un peu. Est-ce que je sais, moi? Des bêtises. Mais enfin, je vous prenais pour un nommé Jean Valjean. Un nommé? Comment dites-vous ce nom-là? Jean Valjean. C'est un forçat que j'avais vu il y a 20 ans quand j'étais adjudant garde Chiourme à Toulon. En sortant du bagne, ce Jean Valjean avait, à ce qu'il paraît, volé chez un évêque, puis il avait commis un autre vol à main armée dans un chemin public, sur un petit savoyard. Depuis 8 ans, il s'était dérobé, on ne sait comment, et on le cherchait. Moi, je m'étais figuré. Enfin, j'ai fait cette chose, la colère m'a décidé et je vous ai dénoncé à la préfecture. Monsieur Madeleine, qui avait ressaisi le dossier depuis quelques instants, reprit avec un accent de parfaite indifférence. Et que vous a-t-on répondu? Que j'étais fou. Eh bien, on avait raison. C'est heureux que vous le reconnaissiez. Il faut bien, puisque le véritable Jean Valjean est trouvé. La feuille que tenait monsieur Madeleine lui échappa des mains. Il leva la tête, regarda fixement Jarvet et dit avec un accent inexprimable: « Ah !» Jarvet poursuivit: « Voilà ce que c'est, monsieur le maire. Il paraît qu'il y avait, dans le pays du côté d'Élie-le-Haut-Clocher, une espèce de bonhomme qu'on appelait le père Champmathieu. C'était très misérable. On n'y faisait pas attention, ces gens-là. On ne sait pas de quoi cela vit. Dernièrement, cet automne, le père Champmathieu a été arrêté pour un vol de pommes à cidre commis chez... Enfin, n'importe. Il y a eu un vol, mur escaladé, branche de l'arbre cassé. On a arrêté mon Champmathieu. Il avait encore la branche de pommier à la main. On coffre le drôle, jusqu'ici, ce n'est pas beaucoup plus qu'une affaire correctionnelle, mais voici, qui est de la providence. La géole étant en mauvais état, monsieur le juge d'instruction trouve à propos de faire transférer Champmathieu à Arras. Où est la prison départementale? Dans cette prison d'Arras, il y a un ancien forçat nommé Brevet, qui est détenu pour je ne sais quoi et qu'on a fait guichetier de Chambray parce qu'il se conduit bien. Monsieur le maire, Champmathieu n'est pas plutôt débarqué que voilà Brevet qui s'écrie: « Eh mais, je connais cet homme-là, c'est un fagot. Regardez-moi donc, bonhomme, vous êtes Jean Valjean. » « Jean Valjean? Qui ça, Jean Valjean ?» Le Champmathieu joue l'étonné. « Ne faites donc pas le cinvre, dit Brevet, tu es Jean Valjean. Tu as été au bagne de Toulon il y a 20 ans, nous y étions ensemble. » Le Champmathieu nie. « Parbleu, vous comprenez, on approfondit, on me fouille cette aventure-là, voici ce qu'on trouve. Ce Champmathieu, il y a une 30aine d'années, a été ouvrier émondeur d'arbres dans plusieurs pays, notamment à Faverolles. Là, on perd sa trace. Longtemps après, on le revoit en Auvergne, puis à Paris, où il dit avoir été charron et avoir eu une fille blanchisseuse. Mais cela n'est pas prouvé. Enfin, dans ce pays-ci, or, avant d'aller au bagne pour vol qualifié, qu'était Jean Valjean, émondeur, ou à Faverolles, autre fait. Ce Valjean s'appelait de son nom de baptême Jean et sa mère se nommait de son nom de famille Mathieu. Quoi de plus naturel que de penser qu'en sortant du bagne, il aurait pris le nom de sa mère pour se cacher et se sera fait appeler Jean Mathieu. Il va en Auvergne de Jean. La prononciation du pays fait Champ. On l'appelle Champmathieu. Notre homme se laisse faire et le voilà transformé en Champmathieu. Vous me suivez, n'est-ce pas? On s'informe à Faverolles, la famille de Jean Valjean n'y est plus, on ne sait plus où elle est. Vous savez, dans ces classes-là, il y a souvent de ces évanouissements d'une famille. On cherche, on ne trouve plus rien. Ces gens-là, quand ce n'est pas de la boue, c'est de la poussière. Et puis, comme le commencement de ces histoires date de 30 ans, il n'y a plus personne à Faverolles qui ait connu Jean Valjean. On s'informe à Toulon avec Brevet. Il n'y a plus que 2 forçats qui aient vu Jean Valjean. Ce sont les condamnés à vie, Cochepaille et Chenildieu. On les extrait du bagne et on les fait venir. On les confronte au prétendu Champmathieu. Il n'hésite pas, pour eux comme pour Brevet. C'est Jean Valjean, même âge. Il a 54 ans, même taille, même air, même homme, enfin, c'est lui. C'est en ce moment-là même que j'envoyais ma dénonciation à la préfecture de Paris. On me répond que je perds l'esprit et que Jean Valjean est à Arras, au pouvoir de la justice. Vous concevez si cela m'étonne, moi qui croyais tenir ici ce même Jean Valjean. J'écris à monsieur le juge d'instruction, il me fait venir, on m'amène le Champmathieu. Eh bien, interrompit monsieur Madeleine, Jarvet répondit avec son visage incorruptible et triste. Monsieur le maire, la vérité est la vérité, j'en suis fâché. Mais c'est cet homme-là qui est Jean Valjean, moi aussi je l'ai reconnu.
Monsieur Madeleine reprit d'une voix très basse. « Vous êtes sûr ?» Gervais se mit à rire de ce rire douloureux qui échappe à une conviction profonde. « Oh, sûr !» Il demeura un moment pensif, prenant machinalement des pincées de poudre de bois dans la sibille à sécher l'encre qui était sur la table, et il ajoute « Et même, maintenant que je vois le vrai Jean Valjean, je ne comprends pas comment j'ai pu croire autre chose. Je vous demande pardon, monsieur le maire. » En adressant cette parole suppliante et grave à celui qui, 6 semaines auparavant, l'avait humilié en plein corps de garde et lui avait dit « Sortez, Gervais », cet homme hautain était à son insu plein de simplicité et de dignité. Monsieur Madeleine ne répondit à sa prière que par cette question brusque. « Et que dit cet homme ?»« Ah, dame, monsieur le maire, l'affaire est mauvaise. Si c'est Jean Valjean, il y a récidive. Enjamber un mur, casser une branche, chipper des pommes pour un enfant, c'est une polissonnerie. Pour un homme, c'est un délit. Pour un forçat, c'est un crime. Escalade et vol, tout y est. Ce n'est plus la police correctionnelle, c'est la cour d'assises. Ce n'est plus quelques jours de prison, ce sont les galères à perpétuité. Et puis, il y a l'affaire du petit Savoyard, que j'espère bien qu'il reviendra. Diable, il y a de quoi se débattre, n'est-ce pas? Oui, pour un autre que Jean Valjean, mais Jean Valjean est un sournois. C'est encore là que je le reconnais. Un autre sentirait que cela chauffe, il se démènerait et crierait « La bouilloire chante » devant le feu. Il ne voudrait pas être Jean Valjean, etc. Lui, il n'a pas l'air de comprendre. Il dit « Je suis Champmathieu ». Je ne sors pas de là. Il a l'air étonné, il fait la brute. C'est bien mieux. Oh, le drôle est habile. Mais c'est égal, les preuves sont là, il est reconnu par 4 personnes. Le vieux coquin sera condamné. C'est porté aux assises à Arras. Je vais y aller pour témoigner, je suis cité. Monsieur Madeleine s'était remis à son bureau, avait ressaisi son dossier et le feuilletait tranquillement. Lisant et écrivant tour à tour comme un homme affairé, il se tourna vers Gervais. « Assez, Gervais. Au fait, tous ces détails m'intéressent fort peu. Nous perdons notre temps et nous avons des affaires pressées. Gervais, vous allez vous rendre sur le champ, chez la bonne femme Buseaupied, qui vend des herbes là-bas au coin de la rue Saint-Saulve. Vous lui direz de déposer sa plainte contre le charretier Pierre Chausenelon. Cet homme est un brutal qui a failli écraser cette femme et son enfant. Il faut qu'il soit puni. Vous irez ensuite chez monsieur Charcelet, rue Montre de Champigny. Il se plaint qu'il y a une gouttière de la maison voisine qui verse l'eau de la pluie chez lui et qui affouille les fondations de sa maison. Après, vous constaterez des contraventions de police qu'on me signale rue Guibourg, chez la veuve Doris, et rue du Garrot Blanc, chez madame Renée Le Bossé, et vous dresserez procès-verbal. Mais je vous donne là beaucoup de besogne. L'allez-vous pas être absent? Ne m'avez-vous pas dit que vous alliez à Arras pour cette affaire dans 8 ou 10 jours? Plutôt que cela, monsieur le maire. Quel jour donc? Mais je croyais avoir dit à monsieur le maire que cela se jugeait demain et que je partais par la diligence cette nuit. Monsieur Madeleine fit un mouvement imperceptible. Et combien de temps durera l'affaire? 1 jour, tout au plus. L'arrêt sera prononcé au plus tard demain dans la nuit. Mais je n'attendrai pas l'arrêt qui ne peut manquer. Sitôt ma déposition faite, je reviendrai ici. C'est bon, dit monsieur Madeleine, et il congédia Gervais d'un signe de la main. Gervais ne s'en alla pas. Pardon, monsieur le maire, dit-il. Qu'est-ce qu'encore? Demanda monsieur Madeleine. Monsieur le maire, il me reste une chose à vous rappeler. Laquelle? C'est que je dois être destitué. Monsieur Madeleine se leva. Gervais, vous êtes un homme d'honneur, et je vous estime. Vous exagérez votre faute. Ceci d'ailleurs est encore une offense qui me concerne. Gervais, vous êtes digne de monter et non de descendre. J'entends que vous gardiez votre place. Gervais regarda monsieur Madeleine avec sa prunelle candide, au fond de laquelle il semblait qu'on vit cette conscience peu éclairée, mais rigide et chaste, et il dit d'une voix tranquille: « Monsieur le maire, je ne puis vous accorder cela. Je vous répète, répliqua monsieur Madeleine, que la chose me regarde. » Mais Gervais, attentif à sa seule pensée, continua: « Quant à exagérer, je n'exagère point. Voici comment je raisonne. Je vous ai soupçonné injustement. Cela, ce n'est rien, c'est notre droit à nous autres de soupçonner, quoiqu'il ait pourtant abus à soupçonner au-dessus de soi. Mais, sans preuve, dans un accès de colère, dans le but de me venger, je vous ai dénoncé comme forçat. Vous, un homme respectable, un maire, un magistrat, ceci est grave, très grave. J'ai offensé l'autorité dans votre personne, moi, agent de l'autorité. Si l'un de mes subordonnés avait fait ce que j'ai fait, je l'aurais déclaré indigne du service, et chassé, eh bien. Tenez, monsieur le maire, encore un mot. J'ai souvent été sévère dans ma vie. Pour les autres, c'était juste, je faisais bien. Maintenant, si je n'étais pas sévère pour moi, tout ce que j'ai fait de juste deviendrait injuste.
Est-ce que je dois m'épargner plus que les autres? Non. Quoi? Je n'aurais été bon qu'à châtier autrui et pas moi, mais je serais un misérable. Mais ceux que disent ce gueux de Jarvet auraient raison, monsieur le maire. Je ne souhaite pas que vous me traitiez avec bonté. Votre bonté m'a fait faire assez de mauvais sang quand elle était pour les autres. Je n'en veux pas pour moi. La bonté qui consiste à donner raison à la fille publique contre le bourgeois, à l'agent de police contre le maire, à celui qui est en bas contre celui qui est en haut, c'est ce que j'appelle la mauvaise bonté. C'est avec cette bonté-là que la société se désorganise. Mon Dieu, c'est bien facile d'être bon. Le malaisé, c'est d'être juste. Allez. Si vous aviez été ce que je croyais, je n'aurais pas été bon pour vous. Moi, vous auriez vu, monsieur le maire, je dois me traiter comme je traiterais tout autre. Quand je réprimais des malfaiteurs, quand je sévissais sur des gredins. Je me suis souvent dit à moi-même, toi, si tu bronches, si jamais je te prends en faute, sois tranquille, j'ai bronché, je me prends en faute, tant pis. Allons, renvoyer, casser, chasser, c'est bon. J'ai des bras, je travaillerai à la terre, cela m'est égal, monsieur le maire. Le bien du service veut un exemple. Je demande simplement la destitution de l'inspecteur Jarvet. Tout cela était prononcé d'un accent humble, fier, désespéré et convaincu qui donnait je ne sais quelle grandeur bizarre à cet étrange honnête homme. Nous verrons, fit monsieur Madeleine, et il lui tendit la main. Jarvet recula et dit d'un ton farouche pardon, monsieur le maire, mais cela ne doit pas être. Un maire ne donne pas la main à un mouchard. Il ajoute entre ses dents mouchard, oui, du moment que j'ai. Mais usé de la police. Je ne suis plus qu'un mouchard. Puis il salua profondément et se dirigea vers la porte. Là, il se retourna, et les yeux toujours baissés. « Monsieur le maire, dit-il, je continuerai le service jusqu'à ce que je sois remplacé. » Il sortit. Monsieur Madeleine resta rêveur, écoutant ce pas ferme et assuré qui s'éloignait sur le pavé du corridor. Fin du livre 6.